Bonjour chers amis, ça faisait très longtemps qu'on s'était plus retrouvés pour nos échanges quotidiens, allez on va dire plutôt hebdomadaires des idées. Ça tombe bien parce qu'on se retrouve avec Siméon à nouveau et on se retrouve à l'occasion de son bouquin parce qu'il a écrit un deuxième bouquin, un nouveau bouquin qui s'appelle Quête de sens. Et donc on avait convenu de se retrouver et de discuter un peu de la quête des sens, de comprendre ce que c'est sa quête de sens, les idées qu'il défend dans ce bouquin. Et voilà, il nous appelle à quoi finalement quand il parle de quête de sens. Alors bonjour Siméon, Bonjour Serge, comment ça va? ça va bien, c'est un plaisir d'être là encore une fois. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps et beaucoup de choses se sont passées, donc Exactement. il fallait trouver le temps pour se mettre à nouveau et discuter comme on l'a fait la dernière fois. Et donc voilà, donc, comme je disais en introduction, tu as écrit un deuxième bouquin, Quête de sens. Et donc, c'est quoi la quête de sens? Enfin, voilà, explique-nous un peu, parle-nous de ce bouquin, présente-nous ton bouquin. Tu vois. La quête d'essence, c'est beaucoup de choses, hein. Tu peux voir le livre, il fait plus de 150 pages, et donc c'est difficile d'expliquer en quelques mots, mais c'est, si tu veux, un exercice individuel que j'apporte sur les devants de la scène pour inviter les uns et les autres, pour inviter les consciences, pour inviter les Congolaises et les Congolais à me rejoindre pour que cet exercice personnel ne se perde pas dans la solitude de l'auteur ou de l'écrivain, mais pour que ce qui est personnel soit sublimé à travers la lecture, à travers la discussion, à travers l'appropriation, à travers aussi les critiques, et pour qu'ensemble on puisse faire une synthèse positive et engager toutes nos énergies dans une quête de sens collective. Eh ben alors, pourquoi tu as écrit ce bouquin? Tu vois, les motivations derrière l'écriture. Yeah. Au fait, les motivations sont... Parce qu'il y en a qui plusieurs. écrivent parce qu'ils ont des chagrins d'amour, et puis il y en a, et puis il y en a qui écrivent parce qu'ils veulent propager la bonne nouvelle. Et puis bon, alors toi, t'écris pourquoi, tu vois? Les motivations sont multiples, mais je pense qu'après avoir écrit le premier livre, Nos grandes causes communes, il fallait faire un deuxième livre qui allait venir en complément. Et ceux qui ont lu le premier livre comprennent l'enchaînement. Les grandes causes communes, c'était un premier chapitre, c'était une ouverture. Et donc la quête d'essence vient pour consolider ce qui avait été apporté dans le premier livre et pour prolonger la pensée, pour prolonger les idées. Et puis après, pourquoi écrire un livre? Parce que je pense que nous arrivons à une époque, à une période de l'histoire de notre pays, histoire politique, histoire sociale, histoire humaine, où nous devons assumer la responsabilité de porter en avant les idées. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut continuer de considérer notre société comme une société non lectrice et qu'il ne faudrait pas privilégier ces genres d'expressions. Je suis de ceux qui disent qu'on doit avoir le courage d'inaugurer une nouvelle ère. Et donc, c'est pour cela que nous écrivons. Parce que nous n'écrivons pas avec à l'esprit la pensée de l'immédiateté. Nous écrivons surtout dans l'idée que ce qui est écrit aujourd'hui aura une résonance plus grande dans les années et même dans les décennies à venir. Et donc, il y a tout cela comme motivation. Et nous pourrons en parler en détail dans les minutes qui suivent. C'est super bon. Écoute, avant qu'on aille dans le fond, je suis pas critique littéraire, hein, mais bon, après j'ai lu effectivement ces bouquins, je l'ai très bien lu, comme le premier d'ailleurs. J'aime beaucoup la couverture, ça c'est très bien fait. On va dire que tu as été inspiré. Oui, il y a ta tête dessus et puis il y a les couleurs du drapeau. Ce qui est très bien parce que je pense que c'est important le sens de l'attachement à la nation et les éléments qui manifestent cet attachement. Tu as entre autres le drapeau, l'hymne national, les armoiries et tout ça. Et c'est mieux que toi tu puisses exprimer comme cela ton attachement à la nation congolaise, pour laquelle d'ailleurs dans le bouquin tu appelles justement de toutes tes forces. Donc moi j'aime beaucoup la forme, c'est top, j'aime bien le papier intérieur également, c'est un très bon papier. Par contre, moi j'avais une question ici. Pourquoi tu te présentes ou pourquoi tu as souhaité qu'on te présente comme jeune Congolais? Parce que j'estime que l'exercice de l'écriture, en fait, ça contribue à ce que tu vas laisser d'intemporel sur Terre pour les générations futures, pour ceux qui viendront après toi,
On continue de lire du Nietzsche. Aujourd'hui, Nietzsche a vécu pendant très longtemps avant nous. On continue de lire de Zamenga et tout ça. Lorsque on te présente avec ces bouquins, on dit jeune Congolais. Alors imagine ceux qui vont lire Quête de sens dans 30 ans. C'est-à-dire que dans 30 ans, tu auras 62 ans. Et donc, il va prendre Quête de sens dans une librairie parce que je pense que l'avantage avec les idées, c'est qu'elles traversent également les époques. Du moment où, dans une société, il y a une crise et on se trouve dans le besoin justement de faire appel aux idées pour apporter un peu de l'éclairage sur des sentiers obscurs. Et donc, on va prendre le bouquin, on regarde, on retourne rapidement la couverture, on voit jeune Congolais, on dit mais attends, il a 62 ans, il est plus jeune. C'est une bonne question, mais je pense que d'ici 30 ans, le livre sera réédité plusieurs fois, Ouais. je l'espère. Et donc, prenant en compte cette remarque, Absolument. je pense que si le livre est réédité, il sera question de considérer le contexte de l'évolution de mon âge. Ouais. Mais c'est important de dire pour le moment que je suis jeune parce que ça permet aux Congolais de mon âge, ou même à ceux qui sont un peu moins âgés que moi, de se reconnaître en moi à travers cet exercice. De se dire que le moment est venu où la jeunesse doit assumer ses responsabilités. Ouais. Parce que cette jeunesse, elle constitue la majorité de la population. Elle est longtemps restée à la marge, pas forcément parce qu'on voulait pas qu'elle s'implique, mais parce qu'elle se résigne à rester à la marge. Et donc, quand un jeune prend la parole, quand un jeune s'exprime de cette façon, les jeunes doivent non seulement se dire que c'est l'un de nous, mais s'en inspirer. Après, c'est pas prétentieux de ma part. Il y a beaucoup de jeunes qui l'ont fait avant moi, qui ont eu un écho, un retentissement évident. Il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. Absolument. Et donc, si dans le domaine de l'écriture, de la pensée, des idées, les jeunes peuvent aussi reconnaître un bout de leur jeunesse en moi, je crois que c'est quelque chose qui va aider notre pays à aller de l'avant. C'est super. Ok, donc lors de la réédition, on va éviter de dire qu'il est jeune. Et après, hein, vraiment, j'espère que pour les prochains bouquins, on va plus te présenter comme jeune Congolais, Yeah. tu vois, parce que ça t'enferme un peu dans un carcan, en quelque sorte. Ok. Donc, alors maintenant, passons au fond de ton bouquin. Que dirais-tu en fait si on te dit quelles sont en fait les grandes idées défendues dans Quête d'essence, tu vois? En fait, les grandes idées défendues dans Quête d'essence ne s'expliquent que quand on part d'un diagnostic. Quête d'essence, c'est pour évoquer une crise à 3 étapes et pour conduire vers des solutions à 3 étapes. Le mot sens est polysémique et donc en faisant le diagnostic de la société, c'est la polysémie du sens qui se dégage et les solutions vont dans le même sens, si je peux répéter ce mot qui me colle désormais à la bouche. Et donc les grandes idées sont les suivantes. En tant que collectivité, en tant que groupe humain, en tant que peuple ou en tant que peuple au pluriel qui ont vocation à faire nation, nous devons nous trouver un sens. Un sens au sens de définition. Nous devons nous définir. Nous devons décider de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, en fonction de ce que nous avons été et de ce que le futur pourrait nous réserver. Nous devons aussi trouver une voie, ou trouver des voies. Parce que j'aime bien dire qu'en dehors du domaine de la foi, dans les domaines de la vie, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas un seul chemin. Donc en tant que peuple, la quête des sens, c'est aussi la quête d'un chemin, ou la quête des schémas. Quels sont les schémas que nous empruntons dans les différents domaines de la vie, par rapport aux défis qui se posent à nous, quels sont les schémas que nous empruntons pour arriver à nos fins. Et aussi, c'est la quête de sensations. L'effort que je veux que l'on fasse, c'est celui d'un peuple qui veut construire un ressenti autour de ces problèmes majeurs, autour de ces réalités. Nous avons la guerre à l'est du pays, pour ne pas dire dans le pays. Nous avons des défis sur le plan sanitaire, nous avons des défis sur le plan social, sur le plan économique, nous avons des défis sur le plan urbain.
Mais tous ces défis ne peuvent nous conduire à des solutions collectives que si nous les ressentons tous de la même manière, que si nous faisons corps. Et donc la quête des sens, c'est 3 étages de la pensée comme ça, où le peuple congolais veut ou doit, c'est ce que je préconise, se trouver un sens, une définition, se trouver un chemin ou des chemins et réussir la magie de la vie en société à travers la construction d'un ressenti, d'un sentir ensemble autour des problèmes qui se posent devant nous. Ce que tu dis, c'est important et ça fait partie de choses que j'ai beaucoup aimé en lisant le bouquin parce que en fait, il y a dans le bouquin, si tu veux, un appel à une élévation individuelle qui va produire au final une élévation collective. Et ça change, je n'ai rien contre aujourd'hui les cultes au développement personnel, hein. Je n'ai rien contre ça. Bon, si, j'ai quand même quelque chose contre ça, parce que je trouve que ça fait partie le tard du capitalisme. C'est-à-dire que, c'est quoi le développement personnel en fait? C'est de dire que l'individu moins pris comme un être individuel, moi, je devrais plutôt me lever, avancer. Et on a tendance à oublier que on n'est pas singulier dans ce monde, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans Quête des sens, c'est que tu prends la problématique dans le sens de dire que si moi je me lève, en fait, c'est pour essayer d'apporter une solution collective. C'est pour emmener avec moi tout le monde. C'est comme ça que tu mets beaucoup en avant la nation. Dans Quête des sens, et ça c'est très bien. Alors mais par contre, non, je dirais pas par contre, parce que mais en lisant Quête de sens, on a l'impression que tu es pratiquement en croisade contre les religieux ou contre les religions. Parce que ceux qui ont lu également comme moi Quête de sens pourront te dire la même chose. Mais ce qui est bien avec Idée, c'est que voilà, on ne va pas juger l'auteur par rapport à ce qu'il dit dans son bouquin. On va le recevoir et on va discuter et qu'il essaie d'expliciter un peu le fond de sa pensée par rapport à ce qu'il disait. On peut tomber d'accord, on peut pas tomber d'accord, mais au moins la pensée aura le mérite d'avoir été exprimée. Donc alors, pourquoi tu vas en croisade contre les religions? Au fait, ce n'est pas une croisade contre les religions. Je pense que c'est plutôt une mise en contexte. Je pense que l'histoire des religions est connue plus ou moins par les personnes qui se donnent la peine de lire, d'apprendre, de s'informer, de s'éduquer. De manière très brève, ce que je veux faire ressortir dans le livre, c'est que la pratique religieuse dans nos sociétés est totalement détachée de la fonction première des religions. Je m'explique. Les anthropologues et les spécialistes en histoire pourront le dire d'une bien meilleure manière. Mais dans le fond, la religion a un but social précis. La religion, ce n'est pas toute cette abstraction, toutes ces réalités éthérées, désincarnées, auxquelles les gens aspirent et dont ils rêvent. La religion, c'est la chose qui vient donner un sens au groupe humain, à la collectivité. Et c'est quelque chose qui vient mettre fin aux angoisses existentielles et qui vient surtout créer la notion de l'autorité. Et quand on peut regarder les processus de formation, de consolidation et d'expansion de religion, on voyait que les religions étaient toujours attachées à un ordre politique particulier. Exactement. Quand vous lisez la Bible chrétienne, c'est fascinant comment dans l'Ancien Testament, toute cette grande religion est accompagnée des lois sur l'agriculture, sur la guerre, sur la vengeance, même sur l'environnement, sur la terre qu'il faut laisser se reposer, sur les fêtes nationales, sur le sacrifice. Et toutes ces questions, même la question du sacrifice. Sur l'organisation de la société même, parce que quand on dit que il a travaillé et le 7e jour il s'est reposé, voilà. Tu vois. Vas-y, je te coupe pas. C'est vraiment le temps du travail. Exactement. C'est des questions qui occupent la pensée des hommes jusqu'aujourd'hui. Ouais. Sauf que dans un cadre historique bien déterminé,
le moteur de cette organisation sociale, le ciment de cette organisation sociale, c'était à travers la religion, des préceptes, des statuts, des ordonnances, des commandements qu'il fallait respecter. Et donc, la religion servait à l'ordonnancement de la société. Et toutes les grandes religions ont eu cette fonction. On peut parler du christianisme, mais avant du judaïsme, même de l'islam. De l'islam. Dans l'islam, je sais qu'en ce moment, c'est une religion qui prend très cher, comme le christianisme avant, à cause de l'Inquisition, et ainsi de suite. Mais dans l'islam, vous avez des choses comme la finance islamique, c'est des choses très intelligentes. Donc vous avez dans les religions un versant fondamental et très important par lequel les choses s'organisent en société. Alors le drame de nos sociétés post-coloniales d'Afrique, c'est qu'on n'a pas réussi à extraire des religions les vecteurs d'organisation de la société. Et donc ces religions sont des vues de l'esprit qui se pratiquent dans des quêtes totalement en dehors de l'aspect matériel de la vie et des choses. Donc vous avez des gens qui portent une Bible chaque dimanche pour aller adorer Dieu. Et dans cette Bible, on loue l'héroïsme des grands guerriers. Mais ces gens ont une peur bleue. Ils peuvent même pas revendiquer leurs droits. Ils peuvent même pas se dresser quand on leur impose des injustices. Et donc, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le feu de ce qu'ils professent. Et vous allez voir, par exemple, des gens qui vont à l'église. Et là, tu serais d'accord avec Marx qui dit que c'est l'opium du peuple. Je crois que Marx, dans le temps qui a été le sien, dans le contexte qui a été le sien, pas toujours le même que celui d'aujourd'hui, mais le même à certains égards, n'avait pas tort de dire que c'était un opium. Alors je ne dirais pas que la religion en elle-même est un opium, parce qu'il y a de nouvelles religions aujourd'hui dont on ne veut pas parler. Le capitalisme est une religion, la démocratie est une religion, le socialisme, le communisme sont des religions. Mais c'est l'instrumentalisation qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces religions, que ce soit des religions révélées comme le christianisme ou l'islam, ou des religions humanistes qui viennent des Lumières et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait pour que ces religions soient plus au service de l'ordre matériel, soient plus au service de l'organisation de la vie en société, qu'elles ne pourraient être au service des choses abstraites qui n'apportent rien à la vie dans la communauté. Au fait, c'est ça le problème avec cette pratique de la religion. Et je me suis vraiment attardé là-dessus pour dire que il faudrait questionner ce rapport à la religion et vraiment en faire quelque chose de bénéfique. Et c'est pourquoi je me suis inspiré de Martin Luther King, qui était un pasteur. Martin Luther King a dit, c'est bien de parler de la Nouvelle Jérusalem, mais il faut à un moment donné qu'on parle du Nouveau New York. C'est bien de parler du ciel où les saints sont revêtus en robe blanche, mais sur terre, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de chaussures à leurs pieds et qui mangent pas 3 fois par jour. Et donc, il faut voir comment cette religion peut être appliquée pour résoudre les problèmes concrets. Et là, je vais citer un exemple du catholicisme qui n'est pas forcément ma confession ou ma foi, mais en Amérique latine, il y a eu des gens très inspirés, des prêtres qui ont fait la théologie de la libération. Bien sûr. Donc, ils ont mis la religion au service de l'ordre matériel, de l'ordre humain. Ils ont dit, ils ont libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous, on va faire une mais ça peut être pris dans un sens comme dans un autre, parce qu'on pourrait te dire aussi que la même religion a servi à la colonisation de s'implanter, d'être cimentée et de continuer vraiment d'être encore et encore puissante. Tu vois. Donc de la même façon que en Amérique latine, ça a aidé quelque part à sortir les gens de la pauvreté par la libération, quelque part aussi dans les pays colonisés, la région, parce que en fait dans l'entreprise de la colonisation, il y avait l'entreprise de l'évangélisation aussi. Exact. Mais c'est ça le problème avec les ismes et les systèmes humains. C'est vrai que l'histoire telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a vécue met beaucoup d'accent sur les méfaits des religions révélées. Mais quand on a tourné le dos à ces religions, à l'obscurantisme, quand on s'est adonné aux Lumières, quand on est devenu humaniste, mais c'est au nom de l'humanisme qu'on est allé civiliser le monde. Oui. Et cette civilisation du monde, au nom des Lumières, a produit toutes les horreurs que vous connaissez, parce qu'il fallait de force humaniser, coloniser, humaniser des peuples tout entiers en les arrachant à leur ordre spirituel, en les arrachant à leur foi et en les maltraitant. Et je cite pour cela Cynthia Fleury qui dit que les Lumières ont failli à leur propre luminescence. C'est-à-dire que toutes les
les religions, qu'elles soient révélées ou humanistes, ont en elles le germe de la destruction. Et donc la quête de sens, c'est aussi la quête d'équilibre pour voir comment on ne bascule pas du côté obscur de la chose. Mais dans un contexte qui est le nôtre, je veux dire dans un contexte de la société congolaise où il ne faut pas justement minimiser l'impact de religion, principalement de la religion chrétienne, parce qu'il faut dire que c'est une société qui est profondément ancrée dans le christianisme, avec une majorité de la population qui est chrétienne, soit catholique, soit des églises dites de réveil et tout ça. Donc les gens ont été réveillés. Bon, donc tu vois, dans un contexte comme le nôtre, parce que j'ai vu, et dans Quête de sens, tu parles beaucoup de laïcité également, où par moment on arrive à confondre, où les églises arrivent à confondre leur rôle, mais principalement pour le contexte de la RDC, l'église catholique, qui a tendance à penser qu'elle est au-dessus de l'État, dans une république qui est laïque, tu vois. Mais maintenant, quelqu'un pourrait te dire, ok, d'accord, mais c'est quelque part... moi, je vais dire la faiblesse de l'État pour pas dire la faillite de l'État. C'est quelque part la faiblesse de l'État qui fait en sorte que ces associations religieuses, C'est bien dit. par rapport, bien évidemment, par rapport à de rôles qui sont en train de jouer à la fois dans le domaine de l'éducation et tout ça. Et à un moment, ils pensent que effectivement, ils ont le droit de citer, ils ont le droit de dicter voilà leur manière de penser et de faire à l'État ou à ceux qui dirigent l'État. Donc, je refais ma question de manière brève. Dans un contexte congolais, toi, comment tu vois la laïcité dans un contexte purement congolais? Quel devrait être notre rapport à la laïcité dans un contexte purement congolais? On nous fait le reproche, on nous fait le procès de la culturation, on nous fait passer pour des gens qui veulent singer la France à tout va, ou qui veulent singer l'Occident et tout. C'est un débat qui peut se faire. Mais s'agissant de la laïcité, au-delà des procès d'intention, comme ceux que je viens d'évoquer, c'est la constitution de notre pays qui dit que nous sommes un État laïque. Mm-hmm. On n'a pas adopté cela, le couteau sur la gorge ou l'arme sur la tempe. Le Congo a voulu, c'est dans le projet de constitution qui a été approuvé par référendum, les Congolais ont voulu faire un État laïque. Et donc dans le contexte congolais, j'ai toujours aussi, moi, été gêné par cette prépondérance qu'on accorde à une confession religieuse, la catholique, pour ne pas la citer. Mais ce n'est pas un coup de force. Ça participe de l'histoire de notre pays où, à un moment donné, l'État s'est tellement volatilisé, l'État a été atomisé à la fois matériellement et symboliquement. Les gens n'avaient plus de raison d'y croire. Et donc, l'Église est apparue comme une force sociale déjà bien implantée dans le pays, est apparue comme le recours ultime. Parce qu'il faut savoir que l'une des fonctions premières de l'État, c'est de répondre aux besoins de base. Alors quand vous êtes dans des contrées, dans l'arrière-pays comme on aime dire, et que l'école c'était l'église, l'hôpital c'était l'église, pour ces gens-là, c'est ça l'État. C'est ça leur État. Et donc le résultat concret auquel vous arrivez, c'est que en définitive, de fil en aiguille, cette église, cette confession religieuse devient le recours ultime. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens qu'on croyait drapés de bonnes intentions, qu'on croyait tomber du ciel, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, ils s'avèrent être très politiquement motivés. Je ne vais pas ici faire le répertoire de tous ces prêts-là qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les machinations politiques les plus tordues. Et donc, le constat qui apparaît, c'est que à un moment donné, la crédibilité dont on leur faisait le crédit ne se justifie plus, et donc l'État doit recommencer à occuper son espace. Et son espace, il l'occupe. C'est pourquoi je salue, en passant, des projets très ambitieux comme le programme de développement à la base des 140. Oui, tu en parles. C'est des choses qui permettent à l'État de réoccuper l'espace. Et quête d'essence, c'est aussi dans la quête de sensation, c'est aussi la quête de sentir les choses, de sentir la présence de l'État. Il faut que les gens où ils sont soient en mesure de mettre le doigt
sur une réalité palpable, appelée l'État, à travers l'école publique, à travers l'hôpital public, à travers les infrastructures de base, ainsi de suite. Et donc, c'est de cette manière-là que l'État va reprendre de l'espace et se présenter comme le recours ultime. C'est pourquoi j'ai même fait un post il y a quelques heures en disant qu'au fait, le Dieu de l'intime, le Dieu de la foi, c'est la religion. Le Dieu de la cité, c'est l'État. Et donc, la laïcité voudrait que l'État congolais, surtout à travers ses animateurs, parce que l'État c'est impersonnel, mais surtout à travers ses animateurs, voudrait que l'État congolais ne se trompe plus d'objectif. Il doit regagner en crédibilité, il doit regagner en stature, il doit regagner en hauteur, il doit regagner en force, en puissance, pour que les gens puissent croire en l'État, pour que les gens puissent croire en sa justice et que les religions du cœur se pratiquent dans l'intimité de nos consciences et dans l'intimité de nos lieux de culte, sous le contrôle de la loi, bien sûr. Mais c'est important, c'est quelque chose qui doit commencer, parce qui doit que être fait. si tu veux, on aime bien dire mission prophétique de l'Église, mais attends, je connais pas la mission prophétique de l'Église catholique, ça veut dire catholique c'est universel. J'aimerais qu'on me dise quelle est cette mission de l'Église prophétique au Rwanda. Ah oui, mais encore voilà, c'est ça. Ça ne peut pas être une mission fragmentaire, parcellaire, selon que dans ce pays, on est prêt à caresser le prélat dans le sens du poil, et quand on est dans un pays où ça ne fait pas l'unanimité, on n'a pas de mission prophétique. C'est comme si c'était une façon de profiter pour harceler les gens, pour bombarder les gens avec des prétentions prophétiques, quand en définitive, ce sont plutôt des agendas personnels mal dissimulés. Non, c'est important. Donc, c'est pour ça que l'État doit redevenir l'État. Yeah. Il est un fait que dans ce pays, il y a des contrées, il y a des endroits où on ne trouve pas un petit bureau de l'administration publique, et on trouve une église. C'est grave. Et au-delà de l'église, on trouve une représentation d'une ONG internationale. Et donc, le pays est très grand. Ceux qui dirigent ce pays, ceux qui ont l'ambition de le diriger plus tard, doivent toujours avoir à l'esprit, doivent être conscients que le pays est très grand et que, justement, un État se manifeste à travers ces symboles-là. Tout à fait. Moi, quand j'habite dans un coin perdu à 2000 km de Kinshasa, je sais que je suis au Congo et je sais que l'État est présent lorsque, à côté de moi, j'ai un bureau d'administration du territoire. Lorsque, à côté de moi, j'ai un hôpital public. Voilà. Lorsqu'à côté de moi, j'ai une école publique. Donc, ces éléments-là de la manifestation de l'existence réelle de l'État, il faut les implanter. Parce que après, il ne faudrait pas que ce qui est dit dans Quête d'essence ne soit qu'un chapelet des bonnes intentions. Et que, parce que, en fait, moi, vraiment, ce que je voudrais aussi pour Quête de sens, c'est que, à la fois, ceux qui dirigent, comme j'ai dit, ceux qui sont appelés à diriger, puissent aussi... Comme ça, des choses qui vous viennent et vous essayez d'articuler, d'expliquer. Le changement narratif, c'est quelque chose que j'aime bien. Je souscris, et je ne suis pas le seul à souscrire au changement narratif. Je crois que c'est l'une des choses qui mettent d'accord tous les Congolais. Le problème, c'est au niveau de ce qu'on entend par le narratif et au niveau de l'orientation qu'on donne au narratif. Le changement narratif, c'est quelque chose de très ambitieux qui doit mobiliser toutes les intelligences congolaises. Mais si tu veux, sans t'écouper, moi, il y a un truc que je pense qui aurait dû être primordial avant de proclamer le changement de narratif. C'est-à-dire que on peut pas, lorsqu'on dit changement de narratif, ça suppose l'existence d'un précédent narratif. Quel est ce précédent narratif? Tu vois, quel a été le narratif qu'on veut changer aujourd'hui? C'est ça toute la mécanique. Exactement. La mécanique du changement, la mécanique du symbole. Parce que dans le deuxième chapitre qui est à l'école du symbole, audit, inventaire, perspective. Il faut faire un audit. Il ne faut pas penser que l'audit c'est seulement pour auditer les finances publiques, les dépenses et tout ça, la microéconomie d'une entreprise ou d'un ménage. L'audit, c'est aussi l'audit de tout ce que nous avons dans le registre des l'immatériel. Donc, il faut se dire quels ont été les narratifs existants, quels ont été les narratifs qui sont venus avant. Et il y a eu plusieurs déclinaisons de ce narratif. Et pourquoi il y a lieu de changer ce narratif-là? Et pourquoi on va faire une rupture, dans quel domaine et de quelle manière ça va s'articuler. Et donc, le changement narratif, comme je disais, est quelque chose de fondamental, c'est très important. Ça doit partir d'un audit, ça doit partir d'une étude, ça doit partir d'un diagnostic. Et après, ça doit être un changement concret dans la matière des choses. Parce que le narratif,
Il s'agit, dans les narratifs, de narrer la réalité. Parce que si c'est un narratif qui n'est pas mis au service de la réalité, ça devient de l'incantation. C'est pourquoi je dis changement narratif ou incantation narrative. Je ne veux pas qu'on se perde dans de l'incantation, dans la gouvernance oratoire et dans la gouvernance incantatoire. Il s'agit donc de changer la structure profonde des choses, de changer la structure profonde de l'être, la structure profonde de la société, pour que le narratif puisse coller à la nouvelle réalité. Et donc, ce n'est pas venir faire une litanie des vœux, oui, ou venir faire des descriptions qui n'ont aucun ancrage dans la réalité des choses, dire Eloko Yamakasi. Bon, attends, Eloko Yamakasi, je ne sais pas, on a été tous à l'école, on a appris les états physiques, solides, liquides et gazeux. Oui. Bon, mais quand on dit Eloko Yamakasi, c'est quel Makasi? C'est quel Makasi? Quand on dit pays moteur, je veux bien que ce soit le pays moteur. Quand on dit Fanon a dit que la gâchette se trouve au Congo. Au Congo, ouais. Je veux bien, mais est-ce qu'il y a une balle dans l'arme? Et d'ailleurs, je me posais la question, mais curieusement, cette Afrique, elle pointe vers le sud. Même si le coup partirait dans l'océan. Ouais, bon, non mais attends, après quelqu'un d'autre te dirait oui, mais c'est parce que la carte qu'on t'a présentée de l'Afrique pointe vers le sud. Donc, voilà. Mais c'est pour dire qu'au-delà de tous ces slogans, pays moteur, Eloko Yamakasi et tout ça, il faut que le narratif soit au service du réel. L'idée du changement narratif tel que vécu aujourd'hui, même si après il s'est essoufflé, mais l'idée du narratif tel que vécu aujourd'hui, c'était de dire, ne vous concentrez pas sur la guerre, dites aussi qu'il y a des jeunes entrepreneurs, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, c'est bien. Mais après, quand c'est un narratif d'invisibilisation de ce qui ne va pas, ça pose problème. C'est pourquoi moi j'ai toujours été admiratif du président de la République dans sa candeur, dans sa facilité à mettre le doigt là où ça fait mal, à reconnaître ce qui ne va pas. C'est une franchise qui n'est pas toujours commode dans ce milieu-là. Mais après, il ne faut pas donc être dans une démarche d'invisibilisation pour des objectifs purement politiques. Et donc le changement narratif, c'est de dire ce qui marche, de dire ce qui ne marche pas pour améliorer et arriver à des résultats qui seront satisfaisants pour tout le monde. Et donc, dans le changement narratif, j'ai parlé du narratif de désappropriation, dans la logique du pays solution, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Le pays solution, on fera un autre numéro pour parler de ça. Un autre échange pour parler de ça. Ouais. Et donc, c'est, voilà, après on va pas tout dire parce que les gens vont pas acheter. Oui, il faut que les gens achètent. Et donc, c'est tout ça qui est présenté. Et pour que, au fait, on se mette au service des choses réelles, des choses concrètes, des choses qui peuvent être vues et reconnues comme telles, et qu'on se détache un peu de cette débauche de paroles et de slogans qui, en définitive, ne font de bien à personne. Alors, tu parles également dans le bouquin, tu parles de volonté de puissance, tu parles de travailler les cœurs. Tu parles d'installer les Congos dans les cœurs des Congolais. Aujourd'hui, concrètement, je veux dire, un Congolais lambda pourrait te poser la question, qu'est-ce qui te fait sentir Congolais? Tu vois? Pourquoi aujourd'hui Siméon pense qu'il est Congolais? Au-delà des éléments, encore une fois, d'identification à un pays qui peut être un passeport, une carte d'identité. Voilà, donc au-delà de ces éléments apparents ou extérieurs d'identification à un pays, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Siméon se sent congolais? Non, c'est une bonne question. Ouais. C'est une question qu'il faudrait poser à tous les Congolais. Absolument. Oui, absolument, je pense. Absolument. Ma réponse vaudra pour moi. Et c'est là que vraiment, il faut que les gens lisent parce que c'est, moi, je te tire mon chapeau. Je l'ai pas mis, mais bon, je te le tire quand même. Justement, ceux qui vont lire, tu en parles aussi quelque part, dans le bouquin. Et la réponse peut se trouver également dans la question de symbole, dans la question
dans le question justement des mythes fondateurs des nations, des États, tu vois. Mais bon, je te laisse développer. Oui, je pense que pour se sentir congolais, les choses doivent aller dans deux sens. C'est là où ça va rejoindre mon premier bouquin, Nos grandes causes communes, où j'ai parlé des grandes causes communes. Je me suis focalisé sur deux grandes causes qui sont le vivre ensemble et le bien commun. C'est-à-dire que pour réussir ces sentiments, cette sensation, arriver à trouver le sentiment, les sentir ensemble dans la quête, il faut travailler sur deux registres. Il faut travailler sur les registres des symboles, sur les registres des mots, sur les registres du discours, sur le registre de la cohésion nationale, de l'identité nationale, de la légende, des mythes, du roman national, pour faire bref. Ce sont des choses qui, à travers les documentaires, à travers l'éducation, à travers le cinéma, à travers le folklore, à travers les loisirs aussi, à travers la littérature. C'est important, absolument. Ce sont des choses qui construisent le sentiment. Ce sont des choses qui construisent le lien. Il faut aussi, à côté de cela, travailler sur le bien commun, sur le matériel. Il faut atteindre un niveau de bien-être matériel minimum pour que les gens sentent qu'ils appartiennent à quelque chose. Si on ne travaille que sur l'émotionnel, si on ne travaille que sur ce qui est fascinatoire, ce qui parle aux émotions, aux instincts, on risque d'avoir une société des zombies. Il faut travailler sur les registres de l'immatériel, le registre de l'émotionnel, le registre de l'appartenance religieuse, mais cette fois-ci une religion nouvelle, la religion du peuple, la religion de l'État, parce que dans la cité, l'État, c'est le Dieu de la cité, parce que la Bible même chrétienne dit toute autorité vient de Dieu. Mais il faut aussi, après ça, travailler sur le matériel des choses. Donc il faut atteindre un bien-être économique, social, physique, matériel suffisant pour que les gens appartiennent. Aujourd'hui, les gens dans des pays comme les États-Unis, avec tous les défauts que tu veux bien reconnaître à ce pays, les gens se reconnaissent américains parce que il y a une façon de vivre, il y a une façon d'être. On peut aller d'une côte à l'autre en voiture, on peut... Oui, la façon dont les échanges à l'intérieur d'un seul pays se font, voilà. Dans un pays comme la France, c'est le modèle social. Oui. Tu peux avoir un grand conservateur qui arrive au pouvoir, qui a la majorité au Parlement, il ne détricote pas tant que ça le modèle social. Après, je sais que il y a des craintes maintenant à ce niveau-là, mais il y a des acquis que personne n'oserait remettre en cause. C'est parce que sur le plan matériel, sur le plan physique. Ce rôle-là, maintenant les individus, chacun de manière individuelle, se bat pour justement arriver à ce bien-être-là. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils s'engagent, le moteur de l'engagement, le premier moteur de l'engagement, n'est plus de servir le bien commun, n'est plus de servir la cité de manière générale et globale. C'est d'abord pour arriver de façon individuelle à ce bien-être-là. Et tant que les gens, peu importe leur âge, peu importe les générations, auront toujours comme moteur de l'engagement, ah oui, il faudrait que moi je m'engage aussi pour avoir une belle voiture, une belle maison et tout ça, finalement l'engagement ne servira à rien. On n'arrivera pas à construire une société ou une nation congolaise forte et puissante. Tu parles de volonté de puissance aussi dans le bouquin. C'est ça le drame. Et voilà. L'État... C'est triste, l'État a été privatisé. Oui, l'État a été privatisé. L'État est devenu la chasse gardée de quelques individus. Dans le contexte économique, même capitaliste normal, les personnes qui détiennent le capital sont ceux du monde de l'entreprise. Mais quand vous êtes dans une société où les riches ne sont pas issus du monde de l'entreprise, mais du monde politique, voilà. Ça pose énormément de problèmes. D'autant plus que vous n'avez même pas le droit d'ouvrir votre petite bouche. Voilà. Pour dire que l'argent a disparu. Ça pose énormément de problèmes. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi l'image de la réussite qu'on renvoie aux gens? L'image de la réussite et tout ça, ça part également de conception des choses. L'image de la réussite qu'on renvoie aux gens dans la société, c'est-à-dire que tu as réussi dans la société lorsque tu as ta maison, lorsque tu as une belle voiture. Mais on est dans un contexte où, même avec un boulot où tu es payé régulièrement et où tu vas travailler pendant 30 ans, le système fait en sorte que ton salaire ne va pas te permettre de devenir propriétaire. Et donc, ceux qui sont courageux, entre guillemets, vont se jeter dans la politique avec pour objectif premier
réussir entre guillemets. Mais il faut que ça change. Et ça doit changer. Il faut que ça change. C'est pourquoi dans Quête de sens, Voilà. Si tu dans parles nos de ça. engagements, je parle de l'agonie des valeurs. L'agonie au sens étymologique, hein, agonia qui veut dire lutte. Je pense qu'il faut qu'on puisse assumer ce combat entre ces valeurs. C'est-à-dire que c'est une crise de l'être et qui n'est pas propre à la société congolaise. Hein. Donc, il y a des valeurs chiffrables ou chiffrées, quantifiables, maison, voiture, argent, qui font la guerre à l'inquantifiable. Et moi, je prends le parti de l'inquantifiable. C'est pourquoi je dis même l'inquantifiable de la pensée comme respiration de l'engagement et tout. L'engagement que nous voulons faire, que nous voulons apporter, c'est l'engagement de l'inquantifiable. C'est-à-dire qu'il faut arriver au point où on va assumer de faire la guerre à tout cet ordre de l'être, à cet ordre de l'avoir, où notre dynamique déficitaire en nombre, en argent, en privilèges, en ceci, en cela, va s'appuyer sur des valeurs inquantifiables pour sonner les tocsins et aller à la guerre. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société où c'est celui qui a le plus qui fait entendre sa voix. Nous sommes en démocratie, nous voulons être une démocratie totale et complète, et donc il faut que même en s'engageant, nous puissions avoir à l'esprit que ça ne va pas toujours se solder par le nombre. On parle de quête de sens, mais ce n'est pas le livre ou l'idée qui a le plus de popularité dans l'opinion. Nous sommes minoritaires, et nous savons que nous sommes minoritaires. Mais comment on peut faire de cette minorité, comment on peut faire de cette faille en cette minorité, la fondation de quelque chose de fort. Et donc c'est l'agonie des valeurs où la minorité se construit et se renforce pour renverser la montagne. Écoute. Là, je parle de Sisyphe, de son mythe. Bah ouais, hein. Et si tu veux, je peux parler aussi d'Hercule. Oui, de Hercule, oui. C'est vrai que tu parles d'Hercule et de ce 12 travaux, et voilà. Donc, écoute, là, on est en train d'arriver à la fin de notre échange. Et, moi, je conseille vraiment aux gens d'acheter Quête de sens. Avant que je pose ma dernière question, où est-ce qu'on trouve Quête de sens? On trouve Quête de sens dans la ville, librairie Maison du Savoir. Ouais, Maison du Savoir, ouais. À Orotana aussi, on le trouve. Mais c'est où la Maison du Savoir, ça se trouve où? Juste au croisement vers Collège Boboto. Ok, d'accord. Et l'adresse complète est sur Twitter, la production va mettre sur la vidéo. Ok. Et à Lubumbashi aussi, le livre est disponible. Il est aussi disponible chez moi. Donc ceux qui veulent avoir le livre avec la dédicace de l'auteur savent comment entrer en contact avec moi. Il y en a comme ça qui l'ont eu jusque chez eux, très loin, aux États-Unis, en Europe. Mais le prix alors? De suite. Et le prix du bouquin? Le livre coûte $15 seulement. Et, pas seulement, $15. Avec quelques petits dollars en plus pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent livrer. Oui. Et donc c'est un peu ça. Donc écoute, moi je suis après faut pas démonétiser le savoir. Parce que si c'est un foulard à la mode qu'il faut porter pour aller à un concert de musique et qu'il coûte plus que ça, il va être acheté. Bah oui, mais bon, après à ceux qui portent à ceux qui ouais, mais bon, alors ma dernière question c'était celle de savoir en fait aujourd'hui, mais c'est pas l'impression. Moi je ne parle même plus d'impression, ce n'est même plus une question d'impression. Le ministère de la Culture, on devrait l'appeler peut-être le ministère de la musique. Parce que la culture, si tu veux, c'est un tout qui renferme beaucoup de choses. Et la nation congolaise, vraiment je dis la nation congolaise avec dessein, parce que ça veut dire quelque chose, la nation congolaise, et tu parles de la nation justement à l'intérieur. La nation congolaise, en fait, est un réservoir de culture, et de diverses cultures. La richesse, en fait, le nombre assez vaste de ce qu'on a comme ethnie, automatiquement, ça veut dire que culturellement, nous sommes très riches. Et qu'est-ce que toi tu ferais comme recommandation si bon, le ministre de la Culture du haut de sa tour
devrait t'entendre. La ministre. Voilà, oui, parce que après, je vais me prendre encore des critiques de la part de partisanes de l'écriture inclusive. Hein. La ministre de la Culture, si elle devait t'entendre aujourd'hui, quelle place on redonne finalement? Non, redonner, c'est comme si ça existait déjà. Moi, vraiment, je considère que ça n'existait pas. Quelle place on devrait donner dans notre société à l'écriture? Je pense que au livre, tu vois, au-delà de la musique, parce que moi-même, je suis un mélomane, comme on dit. Moi, je vis la musique, je respire la musique, hein. Mais je veux justement que la culture congolaise soit considérée dans toute sa diversité et dans toute sa totalité. Et la mise à la culture est là justement pour ça. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Je pense que la ministre de la Culture a beaucoup de choses à son mérite. Elle est issue même du monde, de la culture. Mais je pense que le problème va au-delà de sa personne, que je ne connais pas, mais que j'ai des raisons de regarder avec un certain optimisme du fait de la réputation dont elle jouit dans ce monde-là. Je pense que le problème au niveau de la culture dépasse la personne qui anime ce ministère. Il faut se dire quel est le budget alloué à la culture dans ce pays. Quel est le projet congolais en matière de culture? C'est toute la question. Mais c'est au ministre de faire un projet. C'est le ministre de faire un projet, mais au-delà de ce que le ministre fait comme projet, si c'est à chaque ministre qui vient de faire un projet, on n'aura pas de continuité et on aura des agendas personnels cousus à la taille des ambitions ou des penchants des ministres qui passent et qui se relaient. Je pense qu'il faut que le pays assume une volonté profonde, grande, majeure dans le volet culturel. Et donc, d'un ministre à l'autre, d'une ministre à l'autre, il sera simplement question d'orienter, de continuer, de poursuivre. Et il faut que l'État congolais mette les moyens. Bah oui. J'ai vu, par exemple, tu as évoqué la diversité culturelle, mais il faut savoir une chose, la culture congolaise, ce n'est pas seulement ces réalités locales, anciennes, profondes, liées à nos ethnies. La culture congolaise, c'est aussi ce syncrétisme, cet hybridisme qui est né de notre contact avec le monde extérieur. Bien sûr. Je ne suis pas américain, je ne suis pas français, je m'exprime en français, je m'exprime correctement en anglais, j'écris dans les deux langues. Ce que je vis en tant que Congolais et ce que ces langues, ces cultures m'apportent, crée de l'inattendu. C'est la fameuse créolisation d'Édouard Glissant et de notre Mélenchon. Ouais. Mais tout cela participe à de la culture. Et donc, des gens qui sont dans ma position, dans ta position, peuvent effectivement être des passerelles entre les deux mondes. C'est des vecteurs aussi de puissance culturelle. Et donc, c'est pas des choses à réduire à des stigmates ou à des stéréotypes du genre évoluer, déracinés. Et tout ça participe de la culture. Mais comment on articule tout ça? Comment on fait pour que les réalités congolaises, dans la musique, dans la littérature, dans les cinémas, dans les théâtres, soient apportées, par exemple, à l'espace francophone? Exactement, mais c'est pour ça. Comment on fait pour que cette musique, cet art, ce savoir-faire, et même ce génie des inventions, soit apporté et fasse que le Congo s'appuie sur sa culture comme soft power. Aux États-Unis, vous savez que Hollywood, c'est une machine politique. Ben oui, Hollywood a énormément contribué à faire passer l'Amérique pour l'ultra-puissance qu'elle est. L'argent qui est investi dans la culture en France et dans tout ce pays-là, c'est vrai. De la volonté de puissance. Donc, absolument. Donc, il faut qu'on atterrisse. Vas-y. À un moment donné, il faut que le politique soit porteur d'un très grand projet. Mais justement, quand on dirige le Congo, ça vaut pour ceux qui dirigent maintenant. Ben voilà pourquoi demain, on se prend à la taille du Congo. Voilà pourquoi moi je dis exactement, voilà pourquoi moi je dis que un dirigeant politique, c'est celui qui a des idées folles. C'est celui qui veut dire aujourd'hui je vais marcher sur la mer, et on lui trouve comment marcher sur la mer. C'est quelqu'un qui a des idées folles. Il suffit pas d'être technicien dans un domaine XY pour être ministre titulaire d'un ministère parce qu'on est le ministre des domaines X ou Y. Tu vois un peu. Donc on va espérer que les gens vont se réveiller de leur profond sommeil et qu'ils vont continuer ce travail de quête de sens, et qui vont finalement retrouver le sens et le bon, parce que le sens il peut être bon et mauvais. Il faudrait pas qu'il se retrouve sur un sens
un sens mauvais. On va espérer ça pour le Congo. Donc merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Merci à toi d'avoir été là. C'était une discussion passionnante comme à chaque fois avec toi. C'est toujours passionnant. Et après les contraintes de temps, on est bloqué par les contraintes de temps. Mais bon, après ça on va trouver une solution aussi par rapport à cette contrainte de temps. La contrainte de temps ne devrait pas supplanter la quête de sens. On a même parlé du temps là. Voilà. Donc, c'est pour la prochaine occasion. Exactement. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci de continuer de nous suivre. Donc là, on a repris. On va reprendre un peu de manière régulière pour commencer à produire de contenu toutes les 2 semaines, pourquoi pas, à la rigueur. Et on va aborder tous les sujets, culture, musique, on parlera de bouquins, on parlera de la nourriture, pourquoi pas. Et on parlera aussi bien évidemment de politique. Donc, gardez la foi et continuez de croire en vous et continuez de croire surtout en ce pays. Agissez, soyez acteurs de son développement, soyez acteurs de sa grandeur. L'auteur parle de grandeur aussi dans ce bouquin. Donc je vous invite à l'acheter et à lire, pourquoi pas. Et prochainement, dans un café des discussions avec l'auteur, on parlera encore en long et à large du bouquin. Merci beaucoup et soyez en paix. Bye bye. Bye bye, merci.